Nous allons essayer d'appréhender tout au long de l'heure que nous allons passer ensemble cette question de l'animalité par le biais des sciences et en l'occurrence la question de l'émotion animale. Toute personne qui vit avec un animal de compagnie ou au contact des animaux vous le dira, il n'y a pas besoin de 1000 études scientifiques complexes pour être convaincu que oui, les animaux, mon chat, mon chien, mon cheval, mais aussi mon cochon, ma vache, mon mouton, bref, ces animaux ont des émotions et même plus que des émotions, une personnalité, un caractère qui les distingue individuellement les uns des autres. Qui peut douter qu'un chien est triste, par exemple, évidemment, quand son maître l'abandonne et heureux quand il le retrouve. Qui peut douter qu'un chat manifeste du plaisir quand il vient se blottir contre vous en ronronnant, ou qu'un cochon ou une vache sont saisis d'une peur panique quand on les amène à l'abattoir. Mais là où la question se complique, c'est lorsqu'il s'agit de savoir si émotion rime et va avec conscience. Les animaux ont-ils conscience des émotions qu'ils éprouvent? C'est une chose. Ces émotions sont-elles des émotions réflexes, c'est-à-dire des émotions simples qui ont pour but de susciter des réactions physiologiques, ou des émotions complexes comme l'empathie, la jalousie par exemple? Qu'est-ce qu'une émotion d'ailleurs sur le plan physiologique et évolutionniste? À quoi sert l'émotion? Et si on pousse la logique encore un cran, un chat ressent des émotions, d'accord. Un oiseau ressent des émotions, peut-être. Un crabe, un escargot, une puce, y a-t-il une limite? Où se situe-t-elle? Voilà donc les questions, certaines des questions que nous allons aborder au long de cette heure dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne avec notamment Marie-Claude Bomsel. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes docteur vétérinaire, professeur honoraire au Muséum d'histoire naturelle. Vous êtes également, pour ceux qui sont familiers du Jardin des Plantes, la maman adoptive de Nénette, qui est l'orang-outan vedette du Jardin des Plantes, que vous connaissez peut-être. Bonjour Astrid Guillaume. Bonjour. Vous êtes sémioticienne, maître de conférences à Sorbonne Université, membre du comité scientifique de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences et coprésidente de la Société française de zoosémiotique. Vous nous expliquerez en quoi consiste la zoosémiotique. Et bonjour Jean Chapoutier. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, neurobiologiste et philosophe, membre du conseil d'administration de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Alors pour commencer, eh bien, si l'on tient à parler d'émotion animale, peut-être faut-il lever le premier obstacle, à savoir, et c'est un obstacle de taille, qu'est-ce qu'une émotion, Georges Chapoutier? Alors, vous avez très bien dit qu'il n'y a pas de vérité objective d'une émotion. Une émotion, c'est d'abord quelque chose de subjectif. C'est quelque chose qui est de l'ordre de vécu. Au fond, nous n'avons d'émotions que des nôtres. Alors bien sûr, par isomorphisme, on peut penser que d'autres êtres ont des émotions. Nos enfants ont des émotions. Pourquoi? Parce que, d'une part, ils ont des comportements qui ressemblent aux nôtres. Ils peuvent aussi s'exprimer par la parole, dire « j'ai mal, j'ai faim », etc. Et puis surtout, ce n'est pas seulement la question d'imitation, c'est le fait qu'ils ont des structures cérébrales similaires aux nôtres. Si j'ai une poupée qui dit « j'ai très peur et j'étais bien avant », elle n'aura pas des émotions nécessairement, il n'y a pas le vécu subjectif. Il ne suffit pas d'avoir le comportement analysé notamment par les sémioticiens, je passerai la parole à ma voisine, mais il faut aussi que les structures cérébrales soient les mêmes. Et dans l'état actuel des choses, on peut dire qu'il y a deux groupes animaux qui qualifient pour ça. Il y a les vertébrés, depuis les poissons jusqu'aux mammifères, qui sont très homogènes sur le plan cérébral. Ils ont un système qui est le système limbique, qui est un système qui gère les émotions, l'empathie, et ils sont entre guillemets comme nous, ou proches de nous. Et puis il y a probablement des mollusques très évolués comme les pieuvres, qui ont une intelligence très forte, qui changent de couleur dans certaines conditions, quand elles ont des émotions, semble-t-il. Donc on peut aussi inférer qu'il y a probablement des émotions. Au-delà, est-ce qu'il y a des émotions, et quelles sont-elles chez l'araignée, chez l'abeille, chez le mille-pattes? La question reste posée. Astrid Guillaume, sur cette question de la définition de l'émotion. Alors d'abord, oui, tout à fait, je suis d'accord bien sûr avec Georges Chapoutier, mais je vais aller au-delà puisque de toute façon, toute la problématique que nous abordons aujourd'hui est une problématique de linguiste, c'est-à-dire de définition des termes. Et il est extrêmement difficile de définir ce que signifie l'émotion. Déjà, c'est déjà difficile à définir. Ensuite, si l'on prend l'exemple de l'humain, qui, à mon sens, est un animal non humain, il y a des humains qui sont émotifs et d'autres non. C'est exactement pareil pour les animaux. C'est-à-dire que ça pose finalement toute la méthode, ça remet en question toute la méthode scientifique pour analyser les émotions, puisque les animaux qui vont par exemple être testés
sur leurs émotions vont être plus ou moins émotifs ou non. Et ça met en avant toute la question de l'individu, du caractère, de la personnalité des animaux humains et non humains. Donc, par exemple, il y a des humains qui sont extrêmement émotifs, mais c'est exactement la même chose pour les animaux. Il y a des animaux qui sont très émotifs et d'autres qui gèrent parfaitement leurs émotions. Donc, en ce qui me concerne, pour ce qui concerne la sémiotique, hein, je rappelle peut-être ce qu'est la sémiotique. Donc, la sémiotique, c'est l'étude du sens implicite, explicite, verbal et non verbal. Quand on est dans la sphère de la zoosémiotique, il est évident qu'on travaille davantage sur le transfert du sens non verbal. Donc le sens non verbal étant bien sûr la communication, et la communication chez l'animal pouvant passer soit par des vocalises, soit par des odeurs, des gestuels, des mimiques, voire des silences. Et le silence ou l'absence d'émotion ou d'expression d'émotion devient très importante pour la zoosémiotique en particulier. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure plus tard. Et on va voir, et on entend déjà dans ces deux premières interventions que l'une des notions clés qui va montrer la complexité d'étudier l'émotion chez l'animal, c'est le biais de l'anthropomorphisme. Comment penser l'émotion animale en dehors, Marie-Claude Bonsel. Bon, c'est pas moi qui ai la solution. Par contre, quand on a mis à la recherche de l'émotion, il n'y a qu'à me regarder moi ou peut-être certainement les autres, être déjà sur une estrade, ça c'est une vraie émotion. Le stress, on connaît, vous avez immédiatement la tachycardie, donc il y a quand même des méthodes physiologiques pour le voir. Alors pour revenir sur ce qu'on a dit, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec Georges et Astrid. Et il faut rappeler quand même au public qu'il y a à peu près 1 500 000 espèces connues. Il y en a probablement 8 millions. 97% sont des invertébrés. Donc nous voyez, nous n'allons parler que de quelques milliers d'animaux, hein, parmi les vertébrés et autres arthropodes. C'est vrai que nous ne savons pas si les autres ont des émotions. Nous savons par contre qu'ils peuvent avoir une souffrance. Or, si on revient à l'idée darwinienne de l'expression des sentiments, il y avait la notion de souffrance, de joie, de peine. Et je fais partie de ceux qui pensent que finalement, les invertébrés aussi, et autres mollusques, même s'il y a leurs stars comme les poulpes et autres, ont des émotions. Alors ensuite, effectivement, il y a le milieu de vie qui va intervenir. Une fois qu'on a vu l'espèce, on a parlé avant, on va reparler ici des animaux domestiques ou sauvages. Il faudrait savoir que les sauvages, contrairement, bon, là aussi ça m'amuse un peu, car dans tout animal domestique, il y a du sauvage. Hein. Rappelons-nous que chaque espèce va mettre des millions d'années à arriver, et elle va en quelques milliers d'années, alors qu'au fond d'elle-même, sa composition cérébrale, son acquis et tout, et a vécu sur des millions d'années, elle va devenir en quelques milliers d'années domestique. Et elle va effectivement être dans un milieu de vie. Je ne vais pas reprendre dans des étapes confinées où ils sont robotisés, où à mon avis ils perdent toute émotion. Animal de compagnie où là ils deviennent bilingues, où ils doivent avoir leurs propres émotions et, comment dirais-je, prendre les nôtres, les comprendre et essayer de les réinsérer. Donc on voit la différence. Sauvage avec l'entrée de l'homme de plus en plus, donc ça va influer dessus. Ensuite, bien entendu, il y a aussi la notion de sociabilité qu'on va sans doute prendre. C'est-à-dire, vous avez une émotion pure d'un animal solitaire ou bas de gamme, pardon pour les animaux bas de gamme, donc les invertébrés, ceux qu'on disait autrefois inférieurs, regarde, bas de gamme, c'est plutôt pire. Alors que la sociabilité amène une montée de l'émotion, une visibilité, à masquer l'émotion, la transmettre, peut-être des sentiments, on va voir ça différemment. Et puis il y a une chose qu'on n'a pas abordée par contre, c'est l'équipement sensoriel. C'est-à-dire que les animaux n'entendent pas de la même façon, ne voient pas de la même façon, n'ont pas les mêmes goûts, etc. Donc c'est extrêmement difficile pour nous. Personnellement, je le sais, je suis un rien sourdingue. Et ben, je peux vous dire que souvent, je me dis pourquoi ils ont cette émotion d'eux, ils ont dit ça, ils ont fait ça. Je n'ai pas compris. Bon, alors vous imaginez l'animal, l'éléphant dans l'infrason, les chauves-souris dans les ultrasons, les rongeurs dans les ultrasons, les couleurs qu'ils ne voient pas. Tout ça est extrêmement difficile. Ça joue beaucoup. Et après, on en a parlé, il y a la notion d'individu en elle-même, sa place, son patrimoine génétique, sa place dans la famille même. Donc tout ça va beaucoup jouer sur la description et la manifestation d'émotions. Georges Chapoutier. Oui, donc il faut distinguer aussi tout de suite ce qu'on peut appeler les émotions négatives, comme la peur, l'anxiété, etc., et les émotions positives, comme le plaisir, etc. Et on peut montrer, pour des raisons évolutives évidentes, darwiniennes, que les émotions négatives sont beaucoup plus puissantes que les émotions positives.
même si les deux peuvent éventuellement cohabiter. Et Vous dites même l'état de base du cerveau est une angoisse légère. Alors ce c'est qui ça. ce qui fera plaisir à toute l'assistance. Vous êtes tous légèrement angoissés. Voilà. Pour apprendre Nous, bien, particulièrement, je maintiens. pour apprendre bien, on montre qu'il faut une anxiété légère. Je dis bien légère. Hein. Et donc, il y a un optimum, si vous voulez. S'il n'y a pas assez d'anxiété, on n'apprend pas bien. S'il y a une anxiété trop forte, on n'apprend pas bien non plus. Il y a un optimum, une anxiété légère, qui est nécessaire à l'apprentissage. Et qui est très utile dans la jungle pour l'animal qui se trouve en face d'un prédateur, par exemple. Ce qui va venir aussi assez rapidement lorsqu'on interroge la notion d'émotion chez l'animal, y compris chez l'être humain, hein, puisque nous sommes des animaux évidemment, c'est la notion de conscience qui va avec. Est-ce que l'émotion est une émotion cognitive, c'est-à-dire que j'ai peur parce que je comprends que le danger est là, ou est-ce que c'est une émotion somatique, c'est-à-dire que mon corps réagit avant tout à l'émotion pour me protéger du danger, et donc dans une perspective plus évolutionniste? Georges Chapoutier. C'est les deux. En fait, chez les vertébrés qu'on connaît le mieux, ces animaux qu'on connaît le mieux parce que l'homme en fait partie et puis on les a bien analysés, chez les vertébrés, il y a deux systèmes différents. Il y a un système qui est le système limbique, qui reçoit des émotions, et un système qui est lié à l'autre d'ailleurs, un système qui est le cortex cérébral, qui est lié à la cognition, donc à la conscience. Et les deux sont liés. Mais on peut très bien imaginer des émotions sans cognition et éventuellement une cognition sans émotion. C'est imaginable. C'est pas très plausible sur un plan fonctionnel dans la vie courante, mais c'est imaginable. Et alors par exemple, je suis pas tout à fait d'accord avec Marie-Claude Bomsel. Pour les animaux invertébrés qui n'ont je ne suis pas convaincu qu'il y ait une émotion nécessairement chez les animaux invertébrés, en tout cas chez tous. L'émotion de l'huître ou de la moule, je suis sceptique. On va voir, il y a des études à Marie-Claude Bomsel. Les émotions primaires, Hmm. c'est-à-dire la peur, ce qui sont effectivement instinctifs, c'est-à-dire qu'on rentre là dans ce qu'on appelle le cerveau le plus primaire, c'est des animaux qui n'ont que quelques milliers de neurones, mais qui ont quand même une possibilité de retraite. Bon, nous avons discuté avant sur la notion de jus de citron sur l'huître, vous voyez où nous en étions. Bon, nous n'avons pas pris position ni l'un ni l'autre. Alors, il y a un effet négatif. Il n'en reste pas moins qu'elle a une souffrance. Il y a un effet négatif, ce qu'on appelle une nociception, voilà. C'est-à-dire qu'elle retire, ça lui fait quelque chose de désagréable. Est-ce qu'elle en est consciente? Parce que le fond du problème, il est là. Là, même moi, je ne pense pas. Alors, je vais vous soumettre une étude qui a été faite sur la mouche drosophile, qui est la mouche du vinaigre qui est classiquement utilisée en laboratoire, où on a montré que le comportement d'une mouche drosophile, où on fait le protocole expérimental est le suivant, on fait passer une forme, une ombre à plusieurs reprises qui est censée simuler l'ombre d'un oiseau, et on se rend compte que plus on fait passer l'ombre de l'oiseau, plus la mouche drosophile s'agite, et donc on compare ce type de réaction à une réaction de peur. Est-ce qu'on peut dire, Georges Chapoutier, que la mouche a peur, ou est-ce que c'est précisément tombé dans le biais d'anthropomorphisme? Je trouve que c'est tombé dans l'anthropomorphisme. Je ne peux pas jurer qu'elle n'a pas peur. Mais dans l'état actuel des connaissances, ça me paraît hardi de dire ça. Marie-Claude Bomsel. Je suis plus dubitative, mais bon, évidemment, nous ne pouvons pas répondre n'étant pas ni l'un ni l'autre des mouches. Donc c'est plus complexe, quoique on pourrait discuter de notre cervelle. Astrid Guillaume. Alors là, nous touchons à un point essentiel du débat. C'est-à-dire que nous sommes dans la problématique de la définition, de la terminologie. Donc, en tant que linguiste, et en particulier en tant que sémioticienne, zoosémioticienne, pour moi, il n'y a aucun problème à utiliser des termes que nous utilisons pour les humains pour qualifier des attitudes des animaux. C'est-à-dire, je n'ai aucun problème à dire qu'un animal a peur, un animal est joyeux, un animal... Et j'irai même plus loin, j'aimerais beaucoup que nous puissions définir davantage encore ce type d'émotion en inventant, en créant, bien sûr en respectant les racines latines et grecques de notre langue française, de nouveaux termes pour qualifier des émotions que nous voyons mais que nous n'avons pas encore nommées. Et, par exemple, tout vétérinaire sait que les chats ronronnent de peur, ronronnent de joie, ronronnent pour influencer leur entourage, mais il n'y a qu'un seul mot pour qualifier ces actions. Moi, j'ai toute une ribambelle de néologismes à mettre en place dans des dictionnaires de zoosémiotique. Proposez-nous-en quelques-uns. Alors, par exemple, le chat qui ronronne de plaisir, je dirais que c'est une ronronnade, parce que c'est comme une sérénade. Le chat qui est un peu canaille, qui influence son entourage pour avoir de la nourriture, je dirais que c'est une ronronnaille. D'accord ? Enfin, on peut varier les plaisirs linguistiques de cette façon. En tout cas, un dictionnaire est en cours et nous voulons vraiment créer de nouveaux mots parce qu'ils doivent exister, parce que ces émotions existent et que sans les mots, les émotions n'existent pas. Donc il faut tout renommer, il faut tout réinventer en quelque sorte.
Ce qui est intéressant, si on part de cette étude hein, sur la mouche drosophile, c'est que ça nous conduit à avoir une forme d'éventail évolutionniste de l'émotion, Georges Chapoutier. Oui, bien sûr, mais- Est-ce qu'on peut parler de questions? La première, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de jeu d'émotions universelle? C'est une question importante hein, en éthologie, mais aussi en comportementalisme, en philosophie. Est-ce qu'il y a un jeu d'émotions qui sont des émotions basiques? Et quelles sont quelle est l'importance des émotions en matière évolutionniste? Pourquoi est-ce que plus on monte dans l'arbre phylogénétique et plus on a le sentiment, l'impression en tant qu'humain que ces émotions se diversifient et se complexifient? Bon, je crois que ça c'est vrai pour tout phénomène évolutif apparaît par paliers. Si vous voulez que quand on a des animaux de plus en plus compliqués, il y a des paliers. Ça vaut pour tout. Hein. Ça vaut pour la sensation, ça vaut pour l'émotion, ça vaut pour la cognition, pour ce que vous voudrez. Hein. Donc il y a des paliers. Et donc ce que vous évoquez tout à l'heure, c'est que la nociception, sauf quelques animaux, qu'il y a des animaux qui ne sont pas sensibles du tout, comme les éponges. Bon. Mais la quasi-totale des animaux ont des mécanismes de sensation qu'on appelle la nociception. C'est-à-dire qu'ils réagissent à quelque chose qui fait du mal à leur corps. Ça veut dire. Alors maintenant, la question de savoir où se place l'émotion là-dedans, encore une fois, on revient tout à l'heure, on ne peut pas le dire, je pense que c'est par palier. Je pense que si on mettait en évidence, des émotions chez certains invertébrés, elles seraient probablement pas aussi compliquées que les émotions de systèmes extrêmement complexes que sont les vertébrés. Mais là, je m'avance un petit peu. Marie-Claude Bomsel? Là, nous avons toujours le même dilemme, si je peux dire. Je n'ai pas de réponse non plus. En l'occurrence, c'est évident qu'à partir du moment où on a un système nerveux plus évolué, on peut manifester ou d'ailleurs masquer l'émotion. Ça, c'est peut-être une des choses à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on ment sur l'émotion quand on le peut, alors que nous revenons à notre huître ou autre invertébré, ça ne lui est pas possible. Alors, est-ce que c'est le mensonge qui caractérise l'émotion? Peut-être. Astrid Guillaume. Alors, c'est toujours la même problématique. Et moi, j'aimerais être entre les deux et faire cesser ce binarisme extrêmement belliqueux pour apporter... On a vu plus belliqueux dans la table ronde précédente. Mais c'est à cette table ronde que je fais allusion. Donc, sortir de ce binarisme pour introduire la triade sémiotique qui permet de penser autrement et d'éviter les antagonismes. En fait, il y a une multitude d'animaux, il y a une multitude d'intelligence, il y a une multitude d'émotions. Et c'est justement ces multitudes d'intelligence et d'émotions qui doivent être étudiées, recatégorisées, retravaillées à l'aune des nouveaux progrès scientifiques et terminologiques. Donc je crois aussi que nous, en tant qu'humains, nous avons une vision purement humaine de beaucoup de choses. Et il faut sortir de ce schéma, qui à mon sens est un schéma d'un autre temps, et essayer de comprendre. Bien sûr, nous n'avons pas les yeux d'une libellule. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les yeux d'une libellule. C'est absolument phénoménal. Comment voit une libellule ? Comment peut-on comprendre ce que pense une libellule avec des yeux pareils? C'est pareil pour les... Voilà, donc du coup, toute notre terminologie, toute notre façon de penser est à revoir et surtout rester prudent. Moi, je n'aime pas utiliser le terme émotion humaine, émotion animale. Pour moi, il y a des émotions, point barre. Donc, c'est-à-dire que ce débat humain-animal doit s'ouvrir. On parlait d'émotions simples et d'émotions complexes, hein, Oui, pour être précis. Georges Chapoutier. Pour revenir un petit peu sur ce que vient de dire ma collègue, bon, bien sûr qu'il y a autant d'animaux, de groupes d'animaux que probablement de perception, de cognition, etc., et que celle d'une libellule est probablement très très différente de la nôtre. En revanche, dans le groupe des vertébrés, qui est un groupe très homogène, depuis les poissons jusqu'à nous, les structures cérébrales sont très homogènes aussi. Et donc là, pour répondre à votre question d'universalité, je pense que, sur le fond, les émotions de base, prenons l'émotion, l'angoisse, la terreur, la peur, il n'y a pas de différence fondamentale entre un poisson, un oiseau et nous. Et là, je pense que sur ce plan particulier, l'émotion, elle est la même. Peut-être quelque chose sur lequel vous pourrez vous accorder tous les trois, c'est qu'en tout cas, historiquement, nous vivons depuis, disons, la moitié du XXe siècle. Ça a commencé avec Darwin, et puis c'est un mouvement qui s'accélère principalement ces dernières années. En science, en éthologie, une forme de révolution dans la compréhension de l'émotion animale. Et on est passé vraiment d'un paradigme à un autre et à deux paradigmes radicaux. D'un paradigme historique qui considérait l'animal comme une machine,
c'est-à-dire finalement comme l'émotion étant le propre de l'homme, à un paradigme totalement différent qui nous dit aujourd'hui, Marie-Claude Bomsel, que l'animal finalement n'est qu'émotion, n'est que réaction à des stimuli émotionnels, là où l'homme peut implémenter de la raison et effectivement, comme vous l'avez dit, maîtriser ses émotions, les dissimuler, les transformer, agir dessus. Oui, les animaux aussi peuvent les maîtriser, hein, effectivement, mais en l'occurrence, c'est-à-dire que nous sommes on est bercé par Descartes et en France tout particulièrement par la raison et l'intelligence. Vous remarquerez que tous les travaux, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette difficulté aujourd'hui à en parler, qui ont été faits scientifiques, c'est toujours sur l'intelligence, c'est par rapport au QI, c'est par rapport... Alors que même ces animaux qui sont en laboratoire sont parfois considérés comme stupides alors que c'est par rapport à leur affectif prof. Moi j'ai beaucoup travaillé, donc vous l'avez dit, avec les orang-outans, qui sont des animaux solitaires par rapport à bonobos et chimpanzés, qui n'aiment pas travailler en laboratoire, qui sont particuliers et qui vont masquer l'émotion. Donc si vous leur demandez, surtout dans un milieu hostile, ce sont des animaux arboricoles en plus, parce qu'il y a leur lieu de vie, et à partir du moment où vous leur demandez de faire des dessins ou de faire des choses complexes, ils ne vont pas le faire parce que les chimpanzés sont curieux par essence, les orang-outans moins, puisqu'ils vivent en haut des sommets et qu'ils regardent longuement, si je puis dire, alors on pourrait dire qu'ils sont plus poètes, mais peu importe, qu'ils regardent l'horizon. Et je vais vous donner une chose simple. Je vis au muséum, qui est dans l'état que connaît le muséum, je ne vais pas revenir sur l'aménagerie, et il y avait un tuyau qui fuyait, comme toujours. J'avais avec moi un chimpanzé et un orang-outan qui essayaient de travailler. Je reviendrai là-dessus en laboratoire, avec les dessins, enfin tout ce qu'on fait, leur apprend en éthologie. Et ce tuyau, ils l'ont regardé, l'eau qui coulait, et le chimpanzé a fait ce qu'a fait un chimpanzé, pardon, il a commencé à s'asseoir, à taper et tout. Et l'orang-outan est resté, comme toujours, à regarder, impassible comme ils sont. Et tout le monde m'a dit, ton orang-outan est toujours aussi con. Et j'étais vexée. Lui, pas. Il est resté impassible, puis l'autre a continué. Et au bout d'à peu près 5 à 10 minutes, il est arrivé et il a mis le doigt sur le tuyau. Ça, c'est très typique des orang-outans. Ils vont observer. Si vous rentrez dans une cage ou quoi, le chimpanzé il va farfouiller partout, il va chercher, il va s'énerver. L'orang-outan, il va regarder là, d'un côté, car lui masque particulièrement ses émotions ou son intelligence, et il va dans votre poche pour chercher le paquet de bonbons ou les clés. Voilà, donc tout ça, effectivement, c'est assez probant. C'est toute cette intelligence affective, et donc l'affection qu'on n'a pas voulu étudier, et qui est déjà difficile dans le monde. On voit le nombre de psychiatres, et on en a maintenant pour animaux. Hein. C'est plus facile de faire un QI tel qu'on le faisait, y compris pour les animaux. Évidemment, dès qu'on touche à l'émotion et au psy, déjà c'est difficile chez nous. Chez les animaux, on ne connaît pas grand-chose. Vous nous voyez tous les trois, non pas tâtonner, car on est plus ému que n'importe qui ici. Mais ça n'est pas facile à définir. Et peut-être faut-il trouver d'autres mots. Alors justement, Astrid Guillaume, est-ce qu'il faut parler plutôt d'état affectif plus que d'émotion, se détacher, sortir de l'anthropomorphisme précisément par une nouvelle terminologie? Voilà, non, mais cela me paraît tout à fait essentiel. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, les émotions sont profondément culturelles. Et l'animal a également une culture, donc a une éducation qui va ou non le formater. Et respecter cette culture, c'est définir les émotions et connaître l'individu. Vous évoquiez le cas de ce chimpanzé, mais le chimpanzé, si on devait tester l'intelligence d'un animal, prendre les référents humains pour le tester est déjà une erreur en soi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qui est profondément utile pour lui dans la nature pour pouvoir efficacement tester et ses émotions et son intelligence. Donc il faut revoir des tests scientifiques, c'est évident. Et je voudrais revenir sur l'aspect culturel humain maintenant. La manière dont un Japonais exprime ses émotions ou une Américaine, c'est pas la même chose. Déjà chez l'humain. Vous voyez, donc c'est profondément culturel aussi l'expression des émotions. Mais est-ce qu'on peut parler de... Je rebondis sur ce que vous venez de dire. On va sortir des invertébrés et des insectes et de la mouche drosophile ou des yeux de la libellule. Est-ce que vous disiez, Georges Chapoutier, finalement, chez tous les vertébrés, du poisson à l'humain, il y a un système d'appréhension émotionnelle ou affective du monde. Astrid Guillaume, est-ce qu'on peut parler d'une culture du poisson, par exemple? Est-ce qu'on peut parler d'un établissement ou d'une culture sociale chez le poisson, chez les poissons sauvages, chez les bancs de poissons, et donc d'une forme de culture émotionnelle? Le poisson est très grégaire. En fait, on ne connaît pas encore, on ne comprend pas encore toute la sensibilité, toutes les sensibilités des poissons.
D'autant plus qu'il n'a pas le même système sensoriel, on revient. Non seulement cela, bon, au point mais de vue écoute, avec la ligne latérale et tout, tout à fait. physiologiquement, il est très éloigné de nous. Et puis surtout, il est bourré de capteurs. Donc ça, on ne peut pas le nier. Et je ne parle pas des grands cétacés, je parle des petits poissons. Donc ça met en place, enfin ça évoque toute la souffrance animale quand on tue le poisson, évidemment. Mais plus encore, j'ai envie de dire qu'il faut revoir en fait l'ensemble des manières d'écouter les poissons. Parce que Bernie Krause, qui est un acousticien, a enregistré le son des poissons. Et on a découvert, entre autres grâce à lui, que les poissons étaient extrêmement bavards. Bien sûr, notre oreille n'est pas adaptée pour entendre ça. L'homme est extrêmement limité, aussi bien sur le plan visuel que sur le plan auditif, pour comprendre et analyser son environnement. Mais avec la nouvelle technologie que nous avons maintenant à notre disposition, nous pouvons voir l'infiniment petit, nous pouvons entendre ce qui n'était pas audible, et nous pouvons voir extrêmement loin. On peut voir des scènes dans des habitats de manière avec des caméras cachées. Et je crois que découvrir le subaquatique, entendre, écouter, comprendre la communication des poissons, c'est l'avenir. Ça, c'est vraiment, ce sont des sujets d'avenir, mais avec la technologie et les sciences du vivant, bien évidemment. Jean Chapoutier, pour rebondir. Remarque sur ce qui a été dit. La première sur le fait effectivement qu'on est limité par nos caractères de perception qu'on peut étendre par des appareils maintenant. Et c'est comme on a vu que les poissons communiquaient beaucoup, c'est comme ça aussi qu'on a vu que les rats rigolaient sans arrêt. Par exemple, il y a un rire chez les rats qu'on a trouvé très récemment. J'avais deux remarques sur ce qui avait été dit précédemment. D'abord, on a beaucoup parlé des orangoutangs, des chimpanzés. Quand on parle des chimpanzés, il ne faut pas oublier qu'on parle de nous. Hein. Les chimpanzés, c'est nous. On est des chimpanzés un peu particuliers, sans poils, avec un gros cerveau, mais on est typiquement des chimpanzés, à tous égards. Ça, c'est le premier point. Et puis d'autre part, pour ce qui est de l'identité des comportements émotionnels dans le règne des vertébrés, et particulièrement chez les mammifères, je voudrais quand même rappeler qu'on cite beaucoup les thèses de Descartes et ses successeurs, puisque c'est lui qui avait dit l'homme a une capacité, une âme, donc une intelligence, etc., alors que l'animal n'en a pas du tout. Hein. En fait, Descartes l'a dit de façon très, très, très soft. C'est surtout son élève Malebranche qui a caricaturé la pensée du maître et qui a insisté sur le fait que l'animal ne sentait rien. Il battait des animaux et quand la pauvre bête hurlait, il disait « Regardez, c'est comme une horloge qui sonne l'heure ». En d'autres termes, l'animal-objet, qui est complètement battu en brèche maintenant, plutôt que post-cartésien, devrait, à mon avis, être qualifié de mal branché. Donc, alors, pour revenir à l'époque de Descartes, il faut voir que même à cette époque-là, beaucoup de gens ne gobaient pas les thèses de Descartes. Madame de Sévigné a écrit des textes remarquables dans lesquels elle lit d'un chien, un chien qui a de la crainte, qui a de l'émotion, etc., etc. Jamais Descartes ne fera pas croire une bêtise pareille. J'aimerais qu'on continue cette ascension de l'arbre phylogénétique du moins complexe vers le plus complexe et rester tout de même un peu sur les poissons, puisque les poissons, on peut le dire, et vous serez d'accord ou pas d'ailleurs, que les poissons sont un peu mal aimés de l'éthologie qu'on étudie. On commence tout juste à découvrir effectivement les poissons. Toujours pour cette question du registre émotionnel, si on part de l'acception de ce jeu d'émotions dites universelles, joie, tristesse, peur, dégoût, surprise. Vous êtes d'accord avec à peu près ces cinq émotions? Le dégoût, comme nous n'avons pas le même goût que les animaux, c'est assez complexe. Mais bon, l'idée de rejet. Voilà. Est-ce qu'on peut penser, ou est-ce que c'est un biais scientifique et cognitif aujourd'hui, Georges Chapoutier, que le poisson peut ressentir de la joie? Alors moi, je pense que oui. Ceci dit, je ne peux pas vous le prouver par son comportement, parce qu'il a un comportement assez différent du nôtre, mais peut-être qu'avec des progrès sémiotiques, on y arrivera. En revanche, il a le même système limbique que nous, et je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas de joie et de souffrance. De la tristesse? Un poisson triste, Marie-Claude Bonneton? Je ne sais pas, je pose une question. Il a les mêmes mécanismes cérébraux que nous. La tristesse, on la connaît bien sur le poisson rouge dans le bocal qui tourne tout le temps et qui devient réellement dépressif, hein, qui a des tics nerveux, des mouvements stéréotypés quand vous le remettez dans un endroit plus grand, donc on le voit très bien. Et moi, personnellement, j'ai vu la joie, enfin on m'a dit, on ne sait pas trop, effectivement ils ont l'air contents, chez des raies mantards, j'ai eu cette chance, qui en groupe s'amusaient vraiment à sauter. Moi je lui ai dit c'est une parade, il m'a dit non, on a l'impression qu'elles viennent de trouver un nouvel endroit où il y a de la nourriture, car ça devait être abondant, il y avait beaucoup de pluie et tout, et elles se sont mis à sauter. C'est très difficile à interpréter, hein, mais a priori, parce que alors là, vraiment leur masque figé et tout, c'est assez complexe. Mais les gens qui étaient avec des raies mantards, qui sont revenus les voir 6 mois après, elles sont précipitées vers lui. Aussi, les
y a quelque chose qui ressemblait à de l'empathie. Donc, Oui, et puis bon, tous les gens qui ont fait de la plongée sous-marine savent très bien que les animaux, si vous plongez régulièrement dans les mêmes endroits, reviennent vers vous et on a vraiment l'impression qu'ils nous reconnaissent. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. On continue à remonter et essayer de comprendre comment s'organise en fait en remontant cet arbre phylogénétique la complexité des émotions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on part de ce jeu émotionnel dit universel tel qu'on l'interprète à des émotions de plus en plus complexes. Est-ce qu'on peut comprendre par exemple que, pour utiliser un mot à la mode en ce moment, qu'il y ait une sorte de ruissellement des états les plus élaborés vers les moins élaborés. Est-ce que finalement il y a une forme de structure de sélection par l'évolution, justement sur une base de développement émotionnel, Georges Chapoutier? Votre idée de ruissellement, là, je ne l'aperçois pas bien. Hein. oui, Donc, mais oui, plus le cerveau est compliqué, plus il y aura des émotions raffinées et fines, bien sûr. Ça, c'est vrai pour l'émotion, mais c'est vrai pour tout. Alors, on trouve par exemple des branches, on pense aux corvidés, vous avez évoqué tout à l'heure les céphalopodes, les pieuvres, etc., qui sont des branches de l'évolution, qui ne sont pas forcément en haut de l'arbre phylogénétique et qui pourtant ont des comportements complexes, élaborés, qui montreraient des émotions plus développées que les autres membres de la même branche. D'abord, l'évolution n'est pas linéaire. Il n'y a pas un sommet de l'évolution. Hein. Les vertébrés, disons, pour être plus soft, les vertébrés sont un sommet pour l'activité intellectuelle, si vous voulez, mais les bactéries sont un sommet pour la capacité de se reproduire et de s'adapter, les végétaux sont un sommet pour la capacité de coloniser des milieux où il n'y a rien, etc. Donc il n'y a pas un sommet. Il y a un sommet si on prend un point particulier. Alors effectivement, si on prend l'intelligence pure, les vertébrés sont assez doués pour ça. Bon, et l'homme en particulier. Donc il n'y a pas un sommet. Donc le fait de voir présenter ça de façon linéaire est faux, si vous voulez. Je crois Marie-Claude que Bomsel, oui. l'avantage, quand on est plus évolué, on a plus de facilité à évacuer l'émotion, si je puis dire. Par exemple, nous, on a la parole, donc c'est beaucoup plus simple. On peut verbaliser. Vous savez, maintenant, il y a des groupes de psy partout. C'est plus simple. Certains animaux, effectivement, que l'on voit, on voit très bien, c'est classique, chez tout le monde a des chats et des chiens. Chez le chien qui peut avoir un syndrome d'anxiété parce que le maître a été très gentil, qu'au lieu de partir d'un coup sec et de ne pas montrer qu'il est inquiet, fait un long discours verbal à ce pauvre animal qui n'y comprend absolument rien, en lui disant « ne t'inquiète pas, papa va rentrer », mais si et ça. Et le chien qui, on le sait depuis, maintenant ça a été prouvé au point de vue imagerie, mais le chien qui cherche à interpréter l'angoisse du maître, puisqu'il reconnaît la tristesse, le fait que son maître parte triste et tout, ça l'angoisse terriblement puisqu'il ne comprend pas pourquoi. Et on sait que ces animaux-là deviennent fous, arrachent complètement le papier peint, se mettent à courir dans tous les sens, à hurler. Et ça, on peut le reconditionner en disant au maître, cessez, partez d'un coup, au besoin, mais ce qui prouve aussi que ces émotions-là vont plus loin, mettre un animal sous antidépresseur. À partir de ce moment-là, c'est la solution, c'est employé maintenant dans la médecine vétérinaire de façon à retrouver une vie normale. Moi, par contre, qui malheureusement ai connu les anciens zoos avec leurs horreurs, et il en reste encore, on ne va pas discuter des zoos, je vais me faire insulter. Donc, je l'avais fait ça avant. Hein. Cette fois-ci, on ne crie pas. Mais bon, malheureusement, y compris d'ailleurs à la ménagerie, on a des conditions souvent déplorables et on le regrette, nous, parce qu'on travaille au quotidien. Par exemple, les reptiles ont une angoisse profonde. Ça, c'est des choses qu'on ignore, mais ils n'ont pas solution pour le manifester. Et angoisse on le des voit reptiles tout de suite, nous, parce qu'ils font des ulcères labiaux et des troubles, ce qu'on a, nous, des troubles digestifs et des troubles dermiques, ce qui est aussi très banal. Hein, l'eczéma, ce qu'on appelle l'eczéma, qui sont toutes les dermites bulleuses et ce genre de choses. Donc, on voit physiologiquement une angoisse vrai. Bon, la joie, c'est plus difficile. Hein. Peut-être et confiance, mais je n'y crois pas. Mais on reparlera tout de même un peu des zoos, parce qu'à l'aune de ce que nous sommes en train de dire, on va penser comment reconsidérer notre rapport à l'animal, maintenant qu'on sait que l'animal ressent beaucoup plus et de manière beaucoup plus complexe que ce que l'on savait il y a encore 50 ans. Astrid Guillaume. Oui, je voudrais juste rebondir sur la question du cerveau. Certes, les mammifères ont des émotions qui sont sans doute et évidemment très proches des nôtres, mais je crois qu'il ne faut pas se limiter à une approche qui serait la comparaison du cerveau humain avec les autres cerveaux, puisque leurs sens sont développés différemment des nôtres. Et si l'on voit l'exemple de la pieuvre, elle n'est qu'en toucher et en mimésis.
Donc, elle va exprimer ses émotions aussi en prenant d'autres couleurs, en se transformant, et elle n'a pas du tout le même type de cerveau que le nôtre. Et dans ce cas-là, il faut vraiment penser autrement. Et c'est là que justement la zoosémiotique fait le lien entre les signes physiologiques médicaux et les signes d'émotion qui sont des signes de communication, à proprement parler. Jean Chapoutier. Oui, la pieuvre, effectivement, est un très bon exemple parce que c'est un animal qui est assez extraordinaire, qui fait des choses assez extraordinaires, qui est capable de faire des détours pour aller chercher la nourriture, d'utiliser des coques de demi-coques de noix pour faire des armures. Enfin, elle utilise des tas d'objets comme outils. Donc, elle a une intelligence très remarquable et proche de certains mammifères. Bien entendu, son cerveau est tout à fait différent. C'est un escargot transformé. Ceci dit, on met en évidence quand même dans son cerveau des zones comparables. Il y a des zones comparables au cortex des vertébrés, etc., qu'on connaît encore assez mal, mais il y a une certaine comparaison. Et en plus, mais elle a un cerveau au bout de chaque patte, enfin à l'origine. À l'origine de chaque bras. Oui, mais qui se condense. Hein, maintenant, se condense, mais ça permet une certaine autonomie. Oui, une certaine autonomie, effectivement. Un mot tout de même, parce qu'on parle à la fois des animaux sauvages et des animaux en captivité. Vous l'avez évoqué au tout début de cette table ronde. On observe, on teste beaucoup l'émotion animale aujourd'hui en éthologie en laboratoire, avec des animaux qui sont habitués à la présence de l'homme. On sait, et vous l'avez dit Marie-Claude Bomsel tout à l'heure, que l'émotion est un langage entre l'animal pour communiquer de l'animal à l'homme. Quelles sont les pistes? Comment on peut étudier l'émotion animale en milieu naturel, chez l'animal sauvage? Par exemple, chez les grands singes, on a quelques pistes, notamment l'automédication. On voit qu'il y a des animaux comme les grands singes ou les dauphins qui utilisent des toxiques pour avoir des expériences psychotropes. Oui, mais qui se défoncent en fait. Hein. Le problème est que l'animal sauvage, on le voit en général de loin. Là, en l'occurrence, ce qui va beaucoup nous aider quand vous regardez les documentaires animaliers maintenant, ce sont les nouvelles techniques aussi, parce qu'on approche l'animal, on entend beaucoup mieux l'animal et tout, parce que là, on peut s'aider d'instruments. Et on va voir apparaître, d'ailleurs très longtemps, nous, au parc zoologique, on disait, ah oui, mais il a tel fait, tel gestuel, parce qu'il est en captivité, parce qu'on voit une certaine forme de folie également, ou de psychose ou d'anxiété en nature. Et on va le voir. Simplement, ils n'ont pas le temps de le développer. Vous voyez, ce sont des émotions qui ne vont pas être longues, elles vont être fugaces. Parce que quand on être ou ne pas être, ça n'est pas le lieu vraiment dans la nature de se mettre à penser ça. Je ne sais pas si les animaux le pensent, mais en tout cas, ça n'est sûrement pas au fait d'un arbre quand vous avez une panthère qui vous guette. Hein. Il n'est pas temps de se mettre à penser. Pareil, donc les peurs sont plus vives, les choses sont plus caricaturales, mais on va les voir. Moi, je suis fasciné maintenant par les nouveaux documentaires animaliers. Si vous les regardez en général le regard, la position des oreilles, la façon dont ils s'abordent, toutes les parades, toutes les émotions, on les voit apparaître, même le rougissement de certains animaux qui sont mal à l'aise quand on les voit dans les groupes. Maintenant, les animaux sont individualisés. On a dit aussi, je crois, autrefois, vous savez, quand on travaillait en éthologie, il ne fallait pas donner des petits noms parce qu'on était trop anthropomorphique, on projetait et tout. Maintenant, on donne des petits noms. Jane Goodall, moi je connais bien Jane Goodall, elle a été la première à le faire, elle a été conspuée complètement et tout, alors que maintenant, ce n'est pas vrai, parce qu'on sait, on revient à ce qu'on a toujours dit dès le départ ici, il y a un passé de l'animal, un programme génétique, une position, un individu qui est particulier. Astrid Guillaume et Georges Chapoutier. Alors ça, c'est très important parce que dans la discipline qui est la mienne, à savoir les sciences du langage, au siècle dernier, qui n'est pas si loin, il était interdit de parler de langage animal. Alors que chez les éthologues, les vétérinaires, c'est tout à fait acté. Et pour cause, la linguistique avait verrouillé les définitions autour de langue et langage exclusivement pour l'humain. Aujourd'hui, la sémiotique permet de réouvrir ce débat et de parler de langage félin, de langage canin, de langage des animaux, et voire de plurilinguisme. Et c'est ce que j'appelle donc tout ce qui est langage interspécifique, intraspécifique, voire extraspécifique. Tout ça est à repenser, à définir sous le regard de la sémiotique, bien sûr, pas forcément de la linguistique. Mais on parle aussi de zoolinguistique. Et là, la zoosémiotique a un rôle à jouer dans ces disciplines tout à fait novatrices. Jean Chapoutier. Je vais revenir sur les médicaments. Il n'y a pas d'énormément d'études, mais il y a un certain nombre de gens comme Sabrina Krief au Muséum qui étudient justement chez les grands singes comment ils se soignent avec des plantes, etc. C'est très intéressant. L'automédication des grands singes. Oui. Oui, alors il y a toute une série de médicaments que prennent de plantes que prennent les singes pour se guérir en quelque sorte. Il n'y a pas énormément de choses sur les psychotropes, sur les médicaments qui pourraient guérir l'anxiété, sauf un
les grands singes et beaucoup d'autres animaux, quand ils peuvent se pinter avec des fruits bien fermentés, ils ne se gênent surtout pas. Il y a les éléphants. Voilà, Oui. les éléphants qui faisaient des razzias dans les villages pour prendre la bière. Et Oui, de toute façon, nous, par hasard, je vais vous raconter une anecdote, pardon, ma nénette, quand son bébé est né le premier, les soigneurs, c'était une légende entre nous. On dit il faut donner de la bière. Moi, j'ai pas fait attention sur le coup. J'ai pensé qu'il disait bière sans alcool. Et je voyais ma singesse, enfin ma guenon, j'aime pas ce terme, ma nénette, pendue avec son bébé. Je dis mais qu'est-ce qui se passe et tout. Elle dit mais elle nous en a redemandé une deuxième. Je dis mais une deuxième avec alcool. Bon, et je peux vous dire que quand on a amené de la bière sans alcool, ce qui entre nous soit dit ne servait à rien, c'est des recettes de bonnes femmes pour donner du lait. Vous savez, c'était autrefois. Et ben ça, il n'y a pas plus du tout. Ils aiment l'alcool, effectivement, et la sensation, je pense. Tout d'un coup, elle s'est sentie planer enfin libre. Ouais, on voit des poissons qui vont chercher la narcose dans les grandes profondeurs pour les dauphins, par exemple, ou qui vont bécoter un poisson qui s'appelle le pufferfish, qui a un poison dermique, parce que ça les met dans des états un peu plus amusants que l'état normal. J'aimerais qu'on parle un peu des émotions complexes, et notamment justement chez les grands singes, mais pas que chez les grands singes, les émotions complexes qui sont la jalousie, l'altruisme, l'empathie. Comment est-ce qu'on appréhende et justement quelle est la limite entre ce jeu d'émotions universelles et la complexification de ces émotions? Comment est-ce qu'on peut, en l'absence de communication verbale, constater l'altruisme chez les grands singes, mais pas seulement, la jalousie qu'on peut constater chez les chiens, voire l'optimisme ou le pessimisme? Et je vous parlerai tout à l'heure d'une étude qui a été faite chez les cochons d'élevage et qui montre que les cochons peuvent avoir des comportements plus optimistes ou pessimistes que d'autres. Je laisserai mes collègues vétérinaires, par exemple, parler de ça. Je voudrais simplement signaler une chose, que vous posez la question, comment est-ce qu'on estime l'empathie? Alors, des expériences qui sont faites en laboratoire, toujours un peu barbares comme dans les laboratoires, mais par exemple, pour des rats qui sont déprivés en nourriture. Donc, ils ont accès à de la nourriture. Et ils peuvent appuyer sur un levier pour avoir de la nourriture. Et lorsqu'ils s'aperçoivent qu'en appuyant sur le levier, ils obtiennent de la nourriture, mais ils donnent un choc électrique à un autre rat voisin, ils ont tendance à réduire. Ça vaut pour les singes, mais même chez les rats. Donc il y a des tendances en empathie dans beaucoup de groupes animaux. Je vais compléter par une autre sur les rats précisément, parce qu'on pense que ces émotions complexes sont le fait des grands singes principalement. L'altruisme chez le rat, c'est aussi une expérience qui montre que quand un rat est dans une cage en verre et qu'il y a un autre rat à l'extérieur qui est emprisonné dans une petite cage en verre et qui ne peut s'ouvrir que de l'extérieur, non seulement le rat va aller spontanément ouvrir la cage qui est à l'intérieur, mais en plus, quand il a accès à de la nourriture, il va lui apporter de la nourriture pour le nourrir. Donc ça veut dire qu'il y a des émotions complexes chez des mammifères qui, comme le rat, sont considérés comme des mammifères qui ne sont pas extrêmement évolués avec tous les guillemets possibles. Je peux intervenir 2 minutes pour une boutade, pour vous détendre. En ce qui concerne notre très tendu personnellement. En ce qui concerne notre cerveau, vous parlez du rat. En ce qui concerne notre cerveau, notre comportement, nous sommes faits comme des rats. D'ailleurs, on a fermé toutes les portes et on va... Non, pardon. On va voir si quelqu'un vient nous chercher, vient nous sortir de ce grand amphithéâtre. Marie-Claude Bomsel. Oui, effectivement, nous, on voit souvent des problèmes d'empathie ou tout au moins d'entraide entre singes, très fréquemment entre loups. C'est assez banal aussi. L'homme est un loup pour l'homme. Non, le loup est un loup pour le loup. Il y a souvent des groupes où on a vu des animaux diminuer et où, effectivement, il y a une entraide du groupe pour essayer de le ramener. On a vu fréquemment aussi dans des groupes d'éléphants, une éléphante blessée et le groupe recule, alors que ce sont des grands marcheurs, mais rythme son pas. Mais il y a un moment X où la nature reprend. Soyons honnêtes, maintenant on pourrait discuter sur nous-mêmes aussi, ou quand eux se sentent en danger, ou qu'ils voient que le groupe risque de pâtir du malade, ils l'abandonnent. Et c'est là toute la difficulté. Est-ce que nous, on ne le ferait pas en cas de difficulté? Car il ne faut pas oublier que là, je vous parle d'animaux sauvages qui sont dans des conditions de survie et à qui il faut absolument qu'ils continuent. Et ils n'ont pas le temps et le pouvoir que nous avons, nous, d'aider. Et Dieu sait que nous n'aidons pas toujours. Astrid Guillaume. Alors moi je note 2 expressions avec des animaux, l'effet de loup, de meute, et puis nous sommes faits comme des rats. Donc là il y a aussi beaucoup sur le plan de la langue d'expressions qui majoritairement datent du Moyen-Âge, où les animaux sont partie prenante et qui parfois desservent l'animal. Et il serait bien aussi éventuellement de les repenser, voire de moins les utiliser quand elles desservent l'animal. Donc ça c'est aussi un problème de langue, de langage quand on s'exprime. Voilà. Parce que
Marie-Claude Bomsel, oui. Pardon. Oui. Parce qu'on parlait avec Astrid, et je vais la laisser reparler, effectivement, de l'éducation manquante, désormais naturaliste de l'école. On n'a plus aucune idée, et plus ça va, plus les clichés, car encore, c'est pas bien méchant, mais maintenant, autant les documentaires animaliers bien expliqués et tout vous montrent de belles choses, autant de plus en plus, l'animal est montré sur les Facebook et autres comme un objet et tout. Il n'y a pas d'éducation à l'animal, on le voit, nous, au muséum, dans les classes, désormais, on passe à un top niveau. Moi, je vois mes petits-enfants, je comprends à peine ce qu'ils disent, mais l'animal, pour eux, est un objet. Voilà, je vous ai interrompu, pardon, Non, mais bon. avec plaisir, nous sommes d'accord. Donc, Voilà. vous pouvez m'interrompre quand nous sommes d'accord. Bon. Donc voilà, c'est le Non, mais problème. c'est vrai qu'il y a toutes des cursus de relations humain-animal à mettre en place, et puis des formations dans le système éducatif qui doivent être développées, c'est évident. Pour revenir sur la complexification des émotions, se rendre compte qu'on l'a dit, les rats sont capables d'altruisme, par exemple. On sait que le chien, une autre étude que je vous soumets, le chien, des études récentes montrent que la jalousie n'est pas le propre de l'homme ou des grands singes, hein, que des chiens, quand on montre le maître en train de jouer avec une peluche en forme de chien, avant que le chien ne comprenne que c'est une peluche, s'interpose entre le maître et la peluche. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre de l'appartenance et d'un lien privilégié entre deux individus, un humain et un chien. Quel est le palier justement de ces émotions complexes, Georges Chapoutier? Tous les mammifères ont un peu évolué. Je pense qu'en cherchant bien, on va retrouver des réactions similaires. On l'a trouvé pour le chien. Le chien est un peu particulier, parce que c'est une relation très particulière avec l'homme. Mais par exemple, je pense à deux groupes de mammifères très évolués, les grands singes, bien sûr, les dauphins aussi. Il y a des quantités d'exemples, d'anecdotes qui montrent que des dauphins portent aide à des humains. Dans l'histoire, ça a été connu, mais à des jeunes dauphins. Il y a des cas d'un jeune dauphin blessé qu'ils ont amené à des hommes pour, entre guillemets, en espérant le faire soigner. Dans les troupes de chimpanzés, France Deval a écrit d'excellents livres que je vous conseille, où il montre qu'il y a des quantités d'effets altruistes, par exemple d'aide aux handicapés, etc., etc. Chez les éléphants aussi, on a vu des éléphants, par exemple, qui essayaient de faire marcher une personne qui avait, enfin, un éléphant qui a de la difficulté et de se porter à son aide. Donc, dans tous les groupes sociaux fortement intégrés, il y a une forte interaction et une forte empathie nécessaire au fonctionnement du groupe. Groupes sociaux et hiérarchisés. Voilà. Parce que, en l'occurrence, le chien, ça n'est pas étonnant, parce qu'il y a la notion de monde, mais il y a la notion de couple dominant et de prendre la dominance, femelle si on est femelle et mâle si on est mâle. C'est plus compliqué dès qu'on atteint des animaux pourtant fort évolués à mes yeux, comme les ours, et bon, on parle beaucoup de lui en ce moment, les pandas, qui sont de vrais solitaires, qui n'ont pas cette notion altruiste. Bon, moi j'ai élevé un ours, je peux vous dire que c'est pas terriblement altruiste, et surtout c'est indifférent à l'autre. Alors parlons pas du panda, ou plutôt parlons-en, parce que c'est le jour, hein, on vient de le sortir, tout le monde nous appelle pour ça. C'est la première sortie du bébé panda du zoo de Beauval, voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant. Lui, en l'occurrence, quand on est occupé, parce que c'est quand même un cul-de-sac de l'évolution, quand on est occupé 10 à 14 heures par jour à manger 10 à 14 kilos de bambou, qu'on est toujours à la limite de l'hypothermie, et on n'est pas particulièrement altruiste, même si on a un haut cerveau. Donc il y a une attitude sociale et une hiérarchie sociale, et le chien est tout particulièrement touché par ça. Je veux quand même parler des chats, parce qu'on n'en parle jamais, qui sont effectivement des solitaires, qui eux, moi je les admire, je les aime même, donc je ne suis pas du tout objective, mais c'est normal, hein. Mais eux sont rentrés dans un monde qui alors n'est pas du tout le leur, encore pire, puisque ce sont des animaux solitaires, crépusculaires et tout, et arrivent à être jaloux les uns des autres. Alors là, chapeau, on voit la plasticité du modèle comportemental et du cerveau à ce moment-là. Il peut y avoir des effets très forts d'aide, d'entraide, d'aide aux handicapés, etc., dans les troupes fortement socialisées, comme les éléphants, les dauphins, les chimpanzés, etc. Mais chez tous les mammifères, disons, il y a des phénomènes d'empathie. Et on voit bien que plus on avance dans la complexification des émotions, plus on se rapproche de construction sociale. On peut parler du deuil, notamment chez les chimpanzés, chez les éléphants aussi. Astrid Guillaume. Alors, on parle de sémiotique des cultures humaines et non humaines. En fait, jadis, nous pensions que la culture était le propre de l'homme, on pensait que le rire était le propre de l'homme. Le propre de l'homme, il n'y en a plus beaucoup, peut-être la civilisation. Mais la culture animalière existe bel et bien. Et maintenant que nous sommes arrivés, justement, et qu'on arrive dans la dernière partie de cette table ronde, je vais vous soumettre cette dernière expérience sur le cochon dont je vous parlais, qu'on se rende compte qu'ils peuvent avoir des comportements optimistes ou pessimistes. Et on va voir comment le rat, le cochon, la vache, que tout ça va interroger maintenant que nous sommes conscients de leur ressenti, de leur perception de sentiments, d'affect, d'état affectif, comment ça peut
transformer les rapports que l'on a avec eux. L'expérience avec le cochon est la suivante. On associe sur le système pavlovien un bruit agréable, une note de musique avec une récompense, une pomme, et un bruit désagréable comme un claquement avec une expérience peu agréable qui est la présence d'un sac plastique. Ensuite, on met des cochons, certains cochons, la moitié, dans des cages grandes avec de l'espace en plein air, et d'autres cochons dans des petites cages fermées. Et puis, quand on prend ces deux populations de cochons et qu'on leur envoie un message complexe, c'est-à-dire qu'on met la note de musique et le claquement à la fois, c'est un message plus compliqué à interpréter, eh bien, les cochons qui ont été élevés dans les grands espaces sont spontanément optimistes, c'est-à-dire qu'ils vont venir chercher la pomme, alors que les cochons qui ont été élevés dans des petites cages, eux, vont se méfier spontanément. Marie-Claude Bonnefeld, une réaction? Ils étaient isolés dans les petites cages? Isolés, oui. Isolés, oui. C'est à ce moment-là, je pense, on revient au syndrome d'anxiété ou de privation. Ce sont des animaux on le sait tous, hein, quand une angoisse ou quoi que ce soit vous prend la tête, il peut arriver n'importe quoi, vous êtes obsédé. On le connaissait bien, nous aussi, autrefois, quand on ne travaillait pas correctement en parc zoologique, sur des animaux qui sont tellement dominés par l'inquiétude et l'angoisse, surtout qu'ils n'étaient pas élevés comme ça au départ, qu'ils n'ont plus capacité à ressentir quelque émotion d'autre que se libérer de cela. Et on revient au fait qu'il faudrait traiter vos cochons avant, vous verriez qu'ils redeviendraient optimistes. Je sais que vous avez l'air d'être contre les antidépresseurs, moi aussi pour les cochons, mais c'est une solution. Ça, c'est la théorie de l'esprit, Marie-Claude Bonnefeld, de vous à moi. Parce que personnellement, Georges Chapoutier. Oui, cochon, on peut dire optimiste, pessimiste. Vos cochons pessimistes, moi je dirais des cochons dépressifs. Oui. Non, mais c'est aussi tout le Astrid problème Guillaume. de la transmission de la communication. Parce que chez les corvidés et les corbeaux, par exemple, un humain qui va maltraiter un corbeau, le message va circuler au sein du groupe et ça va toujours se perpétuer. Donc il y a une communication de la souffrance et de qui fait souffrir. Oui, tout à fait. Non, mais là, on parlait dans le cas Non, mais, du cochon qui est moi, isolé. je parle en Là- général. En fait, c'est pas forcément des mammifères. Donc. Ce qui m'amène à rebondir à ce que vous venez de dire, Marie-Claude Bonnefeld, est-ce qu'aujourd'hui, dans des conditions, dans des traitements que l'on considérait ou que l'on pourrait qualifier de inhumains, vous m'excuserez évidemment l'utilisation de ce terme, mais dégradants. Je peux vous interrompre oui, là, parce que justement, sur le plan de la définition, on fait beaucoup trop l'amalgame entre humain, qui signifie l'espèce, et humain, qui est une qualité. Tous les humains ne sont pas humains, et tous les animaux ne sont pas des brutes épaisses. Les Anglais, Donc, les Anglais font la différence. Il y a deux mots, human avec un E ou non. Alors pour qualifier ces traitements, qui sont des traitements Barbares. alors si vous voulez barbares et dégradants, monstrueux, d'élevage en batterie, monstrueux, est-ce que... C'est une culture, la culture... Alors on va pas s'en Alors, sortir. oui, Bref, cruel, pour parler cruel. de cruel. Ça vous va? Cruelle et monstrueuse, parce que Cruelle les et barbares, monstrueux. ce sont les Germains. Très bien. Donc s'il y a des Germains dans la salle, je ne voulais pas avoir de propos choquants à votre égard. Pour parler de ces traitements donc d'animaux d'élevage en batterie, d'élevage industriel dont on a parlé tout au long de cette journée, est-ce que l'on considère aujourd'hui que ces animaux-là, on sait qu'ils ont peur, on sait qu'ils sont dépressifs, qu'ils sont malheureux? Est-ce qu'il y a, comme chez l'homme, des principes, des processus, Georges Chapoutier, de shutdown, c'est-à-dire de moments où finalement on est tellement mal, tellement en souffrance que l'on arrête de ressentir? Oui, certainement, mais il y a beaucoup d'animaux qui deviennent fous aussi dans les élevages. Hein. Et c'est tellement vrai aussi que pour traiter ces animaux dans des conditions abominables, je crois qu'on l'a suffisamment répété, on leur file souvent des médicaments que nous récupérons évidemment dans nos assiettes ensuite. Hein. Donc ils sont souvent traités pharmacologiquement. Non, C'est-à-dire oui. Tous ceux qui mangent de la viande prennent des antidépresseurs sans le savoir. Marie-Claude Bonnefeld, maintenant comme ça. Les antidépresseurs, c'est trop cher. Des antibiotiques, oui. Non, bon, ils sont traités, mais en plus, effectivement, ils ne sentent absolument plus rien et ils passent dans les couloirs. Alors, ils ont des réflexes, c'est-à-dire qu'ils zappent, ils n'ont plus de construction. Ils sont dans un tel état d'abrutissement, d'abord, puis d'angoisse, puisque chez les animaux, chez la vache et tout, hein, c'est l'odeur, particulièrement les cris, l'odeur du sang, les urines et tout. Ils rentrent dans des couloirs abrutis et par moments, la panique les prend, mais on les voit bien, ils sont saccadés. J'ai personnellement travaillé dans des laboratoires en tant que vétérinaire il y a très longtemps, au temps où c'était dit, pardon, humain, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les cadences qui accentuent encore. C'est assez effrayant de le voir. Et on essayait de les conduire tranquillement, mais on les voyait prendre peur et tout. Mais elles avaient encore ces expressions.
j'ai vu, je ne suis jamais retournée dans un abattoir comme tout le monde, quand j'ai vu les images maintenant, vous les voyez, elles ont des yeux inexistants, elles sont complètement fermées en elles-mêmes, elles ne sont plus capables du tout de réagir. C'est peut-être moins douloureux, mais bon, en l'occurrence, c'est effrayant. Astrid Guillaume. Je rebondis encore. Il n'y a pas d'animaux d'élevage, il n'y a pas d'animaux de ferme, il n'y a pas d'animaux de cirque. Il y a des animaux dans des élevages, dans des fermes, dans des cirques. Alors c'est important au niveau de l'expression parce que l'animal n'est pas fait spontanément pour être dans un élevage. Donc c'est pas animaux d'élevage, mais animaux dans des élevages, animaux, hélas, dans des cirques, etc. Georges Chapoutier. Puisqu'on parle des animaux d'élevage en batterie, etc., de l'abattage, etc., c'est un point que je voulais quand même souligner au passage. Il y a des quantités de choses, de désagréments qu'on fait subir aux animaux. Par exemple, j'aime pas du tout les corridas, qui est une abomination et qu'on pourrait très facilement supprimer. Mais en comparaison de l'abattage et de l'élevage industriel, la corrida, c'est une goutte d'eau. La majorité écrasante des souffrances animales, c'est l'élevage industriel, c'est l'abattage industriel. Ça, il faut insister là-dessus. Comment, maintenant que l'on a accès à cette connaissance, est-ce que vous pensez les uns les autres aujourd'hui que l'on est en train de vivre une révolution peut-être lente, mais en tout cas un nouveau changement paradigmatique qui fait que maintenant que nous savons, que nous avons l'intuition, même si nous ne le savons pas précisément pour toutes les espèces, que les animaux, que les vertébrés en tout cas, au moins pour parler d'eux, ressentent, est-ce que nous sommes à l'aube, pour avoir une touche peut-être d'optimisme, comme les cochons qui vont manger leurs pommes, à l'aube d'une transformation de notre rapport aux animaux, maintenant que nous savons que ces animaux-là ressentent des émotions similaires, assimilables ou différentes de celles que nous ressentons nous, humains. Marie-Claude Bomsel. Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Bien sûr, ici, ce n'est pas un hasard. Nous sommes proches des animaux, on vient en discuter et tout. Mais nous ne sommes pas aussi nombreux qu'on croit. Moi, j'espère dans les plus jeunes. Alors, c'est parfois niaiseux, c'est parfois un peu ridicule. C'est pas l'école, justement, malheureusement, qui fait ça. C'est de l'entendre dire. Nous, autrefois, bon, ce sont des enfants qui n'ont pas du tout, qui ne connaissent rien d'autre que leur chat et chien, qui connaissent rien. Mais ils entendent parler de tout cela et de ce fait, ils se posent le problème, alors qu'on ne se le posait pas. Et peut-être vont-ils être un peu plus proches. Je suis encore très dubitatif. Vous voyez, moi, je suis plutôt dans le cochon, pas pessimiste, mais pas loin. Je vais reformuler ma question. Comment faire pour venir à bout de cette dissonance cognitive qui fait qu'on adore notre chat, notre chien, notre cheval, notre hamster, mais que ça ne nous pose pas problème de manger un steak et donc de manger la vache. Si on dit à quelqu'un dans ton assiette, c'est du cheval au lieu de la vache, d'un seul coup c'est plus difficile. C'est du chien, c'est encore plus dur. Comment faire pour lutter contre cette dissonance cognitive maintenant qu'on a accès précisément à la notion d'émotion animale? Vous avez accès intellectuellement, vous n'avez pas accès physiquement. Vous avez vu comme L214, au jour où ils ont montré les images, moi j'en avais souvent parlé, c'est suffisant. Bon, et alors en plus, si vous aviez les cris, les odeurs, vous verriez à quel point. Faites-le, ça ira assez vite. C'est ce qui a provoqué ce mouvement. Mais tant qu'on n'a pas, nous sommes des visuels, on a un concept visuel, tant qu'on n'a pas l'image et tout, on ne s'en sort pas. Georges Chapoutier. Donc il faut assister, on y vient beaucoup, à l'éducation. Nous, on a un certain âge. La transformation, la révolution se fera par les jeunes. Et les jeunes, ils la feront s'ils sont éduqués, si on leur explique les choses, si on leur montre des images, etc. etc. Donc je crois que comme pour tout, pour la démocratie pour tout, c'est l'éducation qui est à la base. Astrid Guillaume. Je crois qu'il y a surtout eu une grosse hypocrisie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées aux consommateurs et qui ont été ignorées. Mais on sait depuis l'Antiquité que l'animal est intelligent. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Pythagore déjà le disait. Mais c'est vrai qu'il y a eu une déconscientisation de ce que les gens qui mangent de la viande voient dans leur assiette par rapport à ce qu'il y a dans les pâturages. D'ailleurs, les petits Parisiens découvrent les animaux en allant au salon de l'agriculture. C'est tragique. Donc il y a vraiment une distanciation entre le monde vivant et la société actuelle. Donc c'est surtout ça le gros problème. C'est d'autant plus effrayant, ça vous avez raison, parce que ces animaux qui sont au salon de l'agriculture, beaucoup ne ressortiront pas, ils vont directement à l'abattage, puisqu'ils risquent d'avoir une transmission de maladies et tout. Moi, je n'ai jamais voulu que mes petits-enfants aillent le voir dans ces conditions, attachés, on les tripote de tous les côtés et tout. Mais vous avez raison, c'est la seule façon qu'ils ont parfois de les voir, et c'est là où c'est effrayant. Non, moi je suis assez effrayé, de même que ici, enfin,
À d'autres débats, on a dit que le sapiens était au-dessus de tout. Moi, je n'y crois nullement. Je crois que c'est un fruit du hasard et que les animaux nous surpassent dans beaucoup de domaines. Nous ne sommes pas sapiens, nous ne dominons pas la planète comme ça a eu l'air d'être dit parfois. Nous sommes un parmi la planète qui avons la chance d'avoir eu possibilité un certain temps, et ça va bientôt finir si on continue à être aussi fou, d'avoir le pouvoir sur la planète. Mais si on la détruit, les rats, justement, fort intelligents, les araignées ou autres, peuvent nous suivre. Il faut quand même y penser. On est loin d'être dominant sur la planète. On devrait être un parmi les autres. Les animaux sont très souvent plus humains. Astrid Guillaume. Oui, pour rebondir sur ce que Marie-Claude dit, les animaux, pour reprendre ce terme polysémique d'humain, les animaux sont bien souvent plus humains que les humains. Et c'est ça le problème. Une question aussi, peut-être, parce que nous sommes aussi prisonniers d'un biais cognitif qui est celui de notre civilisation, de notre culture occidentale. Le rapport que nous avons collectivement aux animaux, cartésien, vous l'avez dit, pour nous Français, mais enfin ce rapport utilitariste de l'homme à l'animal, il n'est pas similaire dans des cultures africaines, asiatiques, latino-américaines. Est-ce qu'on peut imaginer que ce centrisme culturel occidental puisse être aéré maintenant que la science nous donne ses réponses sur l'émotion animale, précisément par d'autres apports culturels autres, étrangers? Georges Chapoutier. Oui, je pense que ce serait un des bons côtés de l'internationalisation. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre, par exemple dans l'Asie, que je connais un petit peu, il y a beaucoup à apprendre des cultures asiatiques. Ce n'est pas un hasard si un certain nombre de Français se convertissent au bouddhisme, etc. Parce que c'est des philosophies beaucoup plus proches de la nature, beaucoup plus ouvertes sur l'animalité, etc. Et je pense qu'effectivement, il y a dans la comparaison avec ces cultures et dans l'osmose avec ces cultures, des progrès à faire aussi. Et nous sommes très marqués aussi par les religions. Mais les religions monothéistes ont fait beaucoup de mal à l'animal, alors qu'il y a des religions comme les jainistes, les Bishnoi, qui sont extrêmement respectueux de l'animal. Donc en fonction des régions du monde, on n'a pas du tout les mêmes pratiques. Et on peut s'inspirer aussi des Bishnoi. Je ne peux que dire ça, sauf que pour l'instant, la force est avec nous. Hélas. Et pour conclure par une dernière question en forme d'ouverture et d'espoir, et peut-être un peu neuneux, mais c'est vous qui me le direz, finalement, quand on monte dans l'échelle de la complexité des émotions et des sentiments, est-ce qu'on peut parler d'un animal amoureux, Marie-Claude Bomsel? Qu'entendez-vous par animal amoureux? Est-ce que vous avez témoigné, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez assisté à des comportements amoureux chez l'animal? Je vais vous dire, j'ai eu pour un de mes plus ardents amoureux était mon cochon d'Inde. Donc vous voyez, sauf qu'il me le manifestait quand mon époux était là, par des urinés sur moi et autres genres de choses. Mais oui, ça a été très très long, tout le long de sa vie, il a partagé cet amour. Maintenant, il n'y avait pas d'autres femelles cochons d'Inde, donc je ne peux pas dire. Mais vous savez, l'amour c'est fugace aussi, hein. Mais sinon, bon, ça dépend. La notion de couple et d'amour, elle est peut-être durable, mais ça dépend des espèces. Hein. Beaucoup d'oiseaux, à 90%, sont fidèles le temps d'une saison. Des fois, on s'arrange avec la vie. Les mammifères le sont moins. L'amour, c'est déjà plus compliqué. Hein. La passion, c'est certain chez les animaux. L'amour à long terme, c'est parfois, maintenant on pourrait réfléchir pour nous, une économie d'énergie. Ça peut être aussi pareil pour nous, sécurisation et économie d'énergie. Quand il y a un œuf à couver, vaut mieux avoir un Jules avec qui vous aide. Soyez amoureux, c'est bon pour la planète. Georges Chapoutier. Moi, on parle d'amour, j'aurais quand même distingué l'amour sentiment et l'amour relation sexuelle, et placer ici les fameux bonobos dont on peut pas. Le bonobo, c'est un autre chimpanzé qui a une particularité, c'est qu'il gère tous ses conflits par le sexe. Donc c'est très intéressant sur le plan de l'émotion, parce que dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a quelqu'un qui se bagarre, pof, on copule, etc. Donc alors évidemment, ça facilite l'espèce humaine, c'est applicable chez l'homme dans un couple à la rigueur, mais je vois mal ça à la Chambre des députés. Astrid Guillaume. Je crois qu'il faut différencier l'amour qui est éventuellement hormonal d'une mère avec les petits et l'amour qui va se maintenir autrement. Ça me paraît important. Tout le monde a déjà vu dans le regard d'un animal domestique un amour fou et passionné. Ça, c'est absolument évident. Il faut avoir à la maison des animaux domestiques pour s'en rendre compte. Et si je pousse pour conclure un dernier mot, est-ce que la domestication des animaux, c'est pas une forme d'asservissement, Marie-Claude Bomsel, maintenant qu'on est au courant de tout ça?
Ça dépend quand vous êtes chat dans une bonne maison, on peut en discuter, mais tout ce qui est domestication d'animaux d'élevage, c'est évident. Et même certains animaux de compagnie, oui, c'est un abrutissement, c'est parfois le confort. Voilà, c'est assez difficile, on ne peut pas mettre sur le même palier tous les animaux domestiques. Il faut avoir des animaux domestiques ou il faut les relâcher à la nature, Astrid Guillaume? Je voudrais parler des animaux dans les élevages. Ce sont aussi des animaux qui ont été sélectionnés pour faire de la viande ou pour avoir une qualité particulière et qui ont été génétiquement modifiés. Donc ça, c'est aussi un débat. Et Georges Chapoutier, Oui, pour conclure sur les animaux de compagnie. Il ne faut pas domestiquer des animaux sauvages, il faut les laisser vivre dans leur milieu. Maintenant, le chat et le chien, c'est tout à fait autre chose. D'abord, c'est des animaux qui ont été liés à nous depuis très très longtemps, qui ont les mêmes traits que nous sommes des juvéniles, on en joue beaucoup. Ces animaux sont aussi des juvéniles, pour des tas de raisons. On parlait du ronronnement tout à l'heure. Le ronronnement, c'est un signe de félin bébé. Donc, le chat et le chien ont une relation tout à fait particulière, et eux, il faut qu'ils restent avec nous, bien sûr. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois, Marie-Claude Bomsel, Astrid Guillaume, Georges Chapoutier. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour ce forum. Comme toujours, on va poser quelques questions. Alors pour qu'il y ait le plus de questions possibles qui soient prises, je vous demanderai de faire des questions relativement courtes pour laisser de la place à plusieurs intervenants. Qui a un micro par ici? Il y a des questions de ce côté-là. Là, ici, monsieur, madame, dites-moi. Ah, là, on a... Dites-moi. Une question ici. Mademoiselle, Oui, levez-vous, s'il vous plaît. Oui. Je voulais vous poser une question, c'est un peu tangentiel, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de la psychologie humaine? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de notamment l'environnement du travail qui peut être stressant pour les humains? Qu'est-ce qu'on peut apprendre finalement en considérant l'homme comme un animal en cage? Est-ce que vous pensez qu'on peut apprendre quelque chose? Voilà, c'est tout. Qui veut répondre? Georges Chapoutier? Là, j'ai pas beaucoup de réponses là-dessus. Je pense que l'homme a les mêmes faiblesses que l'animal et que si on le met en cage, etc., il va, ça a été montré, il va développer les mêmes pathologies, des stéréotypes, des peurs particulières, le fait de ne pas vouloir quitter sa cage, par exemple. C'est que certains animaux qui sont habitués en cage, quand on ouvre la cage, ils y restent parce qu'ils ont peur. Il y a des prisonniers humains qui ont fait les mêmes choses. Malheureusement, on a très souvent traité les hommes comme des animaux, si j'ose dire, de la même façon, de façon souvent très cruelle, et les comportements pathologiques sont les mêmes. Donc je serais tenté de dire que je ne vois pas de différence fondamentale. Alors, encore une expression, traiter comme des animaux à bannir. Et pour dire aussi qu'il y a peut-être une aliénation au travail maintenant, notre obsession de la rentabilité, de la productivité, c'est nous qui nous faisons une propre cage. C'est peut-être à nous, nous on a en principe l'intelligence, c'est à nous de trouver un autre mode de travail qu'une obsession de rentabilité et de consommation, de surconsommation. On a une question par ici. Mademoiselle, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, Levez-vous qu'on vous voit, s'il vous plaît. Mes affaires. Ah, pardon, autant pour moi. T'inquiète. Donc c'est l'histoire d'une comtesse allemande qui a légué son héritage de 372 millions de dollars à son chien, puisqu'elle a dit avoir une relation tellement fusionnelle avec lui que les émotions transparaissaient au-delà de celles qu'elle peut avoir avec un homme. Pour rappel, c'est interdit en France de faire un legs dans le testament à un animal. Pourtant, dans d'autres pays comme aux États-Unis, on peut très bien faire ça. Alors, est-ce que les mœurs d'aujourd'hui pourraient provoquer un bouleversement de la scala naturae? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'était plus simple pour l'homme de voir que chez l'animal tout est blanc et noir, et à ce moment-là, c'est lui qui restait maître dans la hiérarchie? Alors que si on peut voir que l'animal peut nous provoquer des émotions plus fortes que celles des hommes qui nous provoquent, est-ce que c'est pas une forme de peur envers l'animal qui pourrait un jour nous dominer? Marie-Claude Bomsel. Oui, c'est difficile de répondre. Là, c'est la notion juridique qui a été abordée avant. On peut discuter, chacun d'entre nous, sur le fait qu'effectivement, l'animal a amené plus d'amour que les humains. Mais juridiquement, il reste un objet. Donc, il n'est pas question pour l'instant de le louer, de lui attribuer un héritage. En France. En France. Mais on parlait de la France, justement, par rapport aux États-Unis. Pour l'instant, on est loin d'être là. On est très en retard sur la législation sur les animaux en France. Sur la législation, il est toujours possible de désigner une personne qui va s'occuper de l'animal en question. C'est une personne qui répondra. On a une question là-bas, bonjour. Bonjour, c'est une question pour Georges Chapoutier. Si j'ai bien compris, tu associes l'existence et le niveau des émotions à la complexité du cerveau.
On a, sauf erreur de ma part, découvert qu'on avait un second cerveau qui est notre ventre, enfin dans notre ventre, et on a aussi découvert que les arbres pouvaient avoir de l'empathie entre eux. Alors comment ces nouvelles découvertes te font-elles revisiter ton approche des émotions ? Bon, première remarque, je ne sais pas grand-chose parce qu'on ne sait pas énormément de choses là-dessus. Sur le ventre, je vais ne pas répondre. Je ne sais pas dans quelle mesure l'importance du ventre, qu'on souligne de plus en plus, peut être liée aux émotions. Je ne sais pas très bien. Ça, c'est un domaine à ouvert. Maintenant, en ce qui concerne les arbres, puisqu'on a montré récemment que la forêt est un système très complexe et qu'il y a des compétitions chimiques entre les arbres et que lorsqu'on coupe, qu'on massacre un arbre, il y a des signaux qui se font et que les autres arbres, entre guillemets, sont stressés. Il s'agit d'un stress, mais à mon avis, pas d'un stress conscient. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'une comparaison avec l'animal dans ce point-là. Il n'y a pas de conscience, à mon avis, de la forêt, dans l'état actuel des connaissances. Donc il y a des stress, il y a des chimiques, il y a des choses très compliquées dans l'organisme complexe qu'est la forêt, mais à ma connaissance, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une conscience. Mais en tout cas, c'est ce qui s'appelle la phytosémiotique. C'est tous les signes des végétaux qui sont à l'étude actuellement avec la biosémiotique, qui sont les signes de la planète. Une question devant, monsieur. Oui, je voulais connaître votre analyse actuelle d'une vieille expérience sur les drosophiles, justement. Quand on mélange des drosophiles aux yeux rouges, donc récessifs, avec des drosophiles dits sauvages, en faisant X générations, on doit obtenir une quasi-disparition des drosophiles de type aux yeux rouges. Or, il se trouve qu'après quelques reproductions, on obtient une population de 7 à 8% de drosophiles aux yeux rouges, ce qui donc donnait à l'époque un attrait du phénotype rare, un peu comme l'attrait des blonds parmi une population de bruns et réciproquement. Qu'est-ce que vous en pensez actuellement? Oui, Sincèrement, rien, personne. Non, vous avez raison, tout à fait. Ah bon. Outre la reproduction standard, l'attrait du rare est démontré dans toutes les espèces. On peut montrer que lorsqu'un sujet est un petit peu rare, pas trop, il ne faut pas qu'il soit complètement anormal, mais s'il est un petit peu rare par rapport à l'espèce, il est préféré comme partenaire sexuel. Et puis, deuxième point, je voulais que vous dire quand même s'il n'y avait pas l'attrait du rare, il n'y aurait pas 7 sur 10 yeux rouges. Mais il en resterait toujours, parce que les caractères, ils se mélangent à la première génération, mais ils se dissocient à partir de la deuxième. Donc si vous faites reproduire des bruns et des blonds, vous aurez une première génération où il y aura probablement le brun sera probablement dominant, mais la génération d'après, il y aura des blonds à nouveau. On va prendre encore une ou deux questions. Monsieur, s'il vous plaît, derrière. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, on vous entend. Voilà. Moi, j'étais un peu désappointé que vous n'ayez pas, que personne n'ait évoqué le cas de certaines espèces, surtout domestiques, à qui on fait de très grandes injustices. Les chats et les chiens sont soumis à des procédés de castration et stérilisation, alors que nous étions en train d'évoquer le cas des émotions. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des formules qui puissent quand même conserver l'essentiel de la copulation, qui donnent quand même lieu à des expressions, à des sentiments de plaisir, tout en maintenant la règle de contrôle démographique de ces espèces, quoi. Si, on le pratique. Qui a entendu des chats sauvages copuler la nuit se demande si c'est vraiment du plaisir. Voilà, mais bon. exactement. Non, mais alors, vous venez justement de dire ça. En plus, bon, là, c'est autre chose chez les chats, on le sait, il y a douleur et tout. Mais de toute façon, le problème est là, c'est qu'on pourrait trouver ces solutions. Mais alors, c'est les gens qui n'apprécient pas, avec justesse parfois, les cris des chats hurlants parce que c'est extrêmement bruyant. Le fait est que les chiens aussi qui restent collés, des fois 3 quarts d'heure, 1 heure, par des systèmes physiologiques de blocage ou quoi, dans les rues, les gens ne sont pas prêts à ça. Et là, je peux vous dire qu'il y aurait même moquerie. On sait que les chiens, par exemple, qui sont bloqués au moment du coït et qui peuvent rester 3 quarts d'heure, ils prendraient des pierres et des choses comme ça. Donc il y a un choix à faire à un moment. Les animaux sont quand même endormis et tout, voilà, c'est vrai. Alors là, en plus, on peut discuter. Ça, il faut discuter. Le plaisir chez le chat, c'est complexe, puisqu'on sait qu'il y a une nécessité de douleur pour avoir une ovulation provoquée de la chatte. Mais là, il faut discuter avec les chats. Allez, une dernière question par ici. Oui, bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour. J'avais entendu que J'avais entendu pour le chien qu'il pouvait avoir une certaine perception du temps.
Par exemple, ils pouvaient savoir qu'à tel moment, approximativement, c'était l'heure de manger, du réveil des personnes vivant dans la maison, etc., de se mettre. Et je voulais savoir ce que vous pouviez dire sur la perception des animaux, que ce soit des mammifères ou justement plus petits, moins vertébrés, de la perception du temps. Georges Chapoutier. Les animaux ont une certaine perception du temps. Vous avez donné l'exemple du chat. Moi, j'ai vu des chiens qui attendaient leur maître à la fin de la semaine, ou des choses comme ça. Il y a toute une certaine perception du temps, qui n'est certainement pas aussi forte que dans la culture humaine, où nous sommes des obsédés du temps, nous. Mais il y a bien sûr qu'il y a une perception du temps. Un animal qui prépare une migration se prépare. Un animal qui accumule des noisettes pour l'hiver dans une cachette. Il y a un certain sens du temps chez les animaux, bien entendu. Et c'est vu maintenant en imagerie médicale de plus en plus, qui est la prospective des animaux. Donc on sait qu'ils ont des notions du temps qui ne sont pas les nôtres, hein, bien entendu, mais ils l'ont. Bon, qui ne sait pas, le chat à telle heure doit manger, il attend son maître qui rentre, le chien qui attend, on connaît bien, mais c'est pas la même notion, il est l'heure. Quoique, là, pareil, je sais qu'il est l'heure pour mes chats de manger, je peux vous dire, je vais me faire engueuler en rentrant. Hein. Voilà, ce sera tout. Voilà. Ne bougez pas, puisque c'est dans quelques instants l'entretien de clôture de Serge Tisseron. On va enchaîner directement. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette 4e table ronde et bonne fin de journée à vous.